Bonsoir à tous, nous sommes heureuses de vous retrouver pour un nouveau numéro de Waro consacré ce mois-ci à la diversification alimentaire. Alors avant ces 2 ans, bébé découvre un tas de nouveaux aliments et entre la diversification, la DME, les aliments allergisants, trop sucrés, trop salés, il est parfois compliqué de s'y retrouver et ce n'est pas Élodie qui nous dira le contraire. Bonsoir Élodie. Bonsoir Aurélie, bonsoir à tous. Effectivement, entre les conseils des différents professionnels de santé, les différents modes, il est parfois difficile pour les parents de s'y retrouver. Et puisque nous parlons alimentation des enfants, nous allons aussi vous parler de l'hygiène bucco-dentaire des 0-3 ans, puisque pour bien manger, il faut avoir une bouche et des dents saines. Alors Élodie, de quoi parle-t-on concrètement quand on parle de diversification alimentaire? Alors la diversification alimentaire, ça va être le fait d'introduire de nouveaux aliments solides dans l'alimentation de bébé, puisque l'alimentation principale jusqu'à 1 an, je le rappelle, on l'avait dit lors de l'émission sur l'allaitement maternel, ça reste le lait. Donc le lait maternel, les recommandations de l'OMS, c'est le lait maternel uniquement en continu jusqu'à 6 mois et ensuite on va commencer à diversifier l'enfant. Si l'enfant est au lait artificiel ou qu'il est au lait maternel mais qu'il est intéressé, on va pouvoir commencer un peu plus tôt la diversification alimentaire, mais pas avant 4 mois. Et le but, en fait, c'est que progressivement, on incorpore de nouveaux aliments afin que vers 18 mois, 2 ans, il y ait une même alimentation familiale variée et équilibrée pour toute la famille. Donc alors on doit garder le lait, donc le lait reste la priorité, mais comment du coup on s'y prend pour introduire des aliments? Alors, on va introduire d'abord les légumes et les fruits. Préférentiellement d'abord les légumes parce que les fruits, ben, tu le sais, ça a C'est un goût sucré. sucré et le sucre, ça crée une addiction. Et si on introduit tout de suite les fruits, eh ben, peut-être que les enfants vont un peu bouder les légumes. Alors avant, on disait qu'il y a certains légumes qu'il ne fallait pas introduire ou parfois on entend que par exemple le chou, chou de Bruxelles, le chou-fleur, chou canaque, ça peut faire fermenter, donc il ne faut pas en donner parce que ça fait mal au ventre. Maintenant, on dit qu'on peut tout introduire. Pour les fruits, c'est pareil, on introduit tout entre 4 et 6 mois et on représente souvent plusieurs fois le même légume avant de dire que l'enfant n'aime pas. Et puis, une fois qu'on a introduit les fruits et les légumes, à partir de 6 mois, on va pouvoir introduire les protéines, donc les œufs, la viande. Donc, quand je dis la viande, c'est la viande de bœuf, mais le poulet, toutes les viandes, en fait, l'agneau, etc. Et puis, le poisson. Donc Élodie, au pays, on confond souvent légumes et féculents, donc il est important de pouvoir bien faire la différence entre justement ces légumes qui sont les haricots verts, la chouchoute, la citrouille. D'ailleurs, on peut le voir sur cette image. Donc, Élodie, ces légumes-là, comment on les donne? Est-ce qu'on les cuit, pas cuit? On pense notamment à la carotte. Comment on s'y prend? Oui, tu l'as dit. Alors déjà, souvent, on confond les légumes et les féculents. Donc là, on parle bien des légumes, courgettes, aubergines, tomates et ceux que tu as cités. Souvent, on va d'abord plutôt les faire cuire et ensuite les mixer bien écrasés. Mais parfois, ça fait très, très liquide. Donc, on va être obligé de mettre un petit peu quelque chose pour lier. Donc là, on va pouvoir mettre comme de la pomme de terre pour lier un petit peu ou un petit peu de tubercule, du manioc, mais pour faire liant, mais vraiment en petite quantité, juste pour lier. On n'ajoute pas de sel, pas de sucre. Et une fois que l'enfant a déjà découvert le goût des légumes, on va pouvoir par contre mettre des épices, toutes les épices, le Donc là, on est gingembre, à le 4 cumin. mois. Donc, on le rappelle, la diversification alimentaire débute à 4 À mois. partir de 4 mois, si l'enfant est intéressé, s'il n'est pas intéressé, on va pouvoir attendre. Et à partir de 6 mois, il faut quand même sérieusement commencer à penser à diversifier. Alors, Élodie, nous avons justement rencontré une petite famille sur Poignimier, Ophélie et Léo, qui sont les parents de la petite Alba, âgée aujourd'hui de 16 mois. Alors, Alba est leur première petite fille, leur premier enfant. Et avec Alba, ils ont justement passé cette période de la diversification alimentaire. Et ils nous ont proposé de venir chez eux dans leur cuisine pour nous montrer quelques recettes, quelques astuces et justement nous parler de leur aventure avec Alba dans cette période de diversification alimentaire. Je vous propose de regarder ce reportage. J'ai commencé tout d'abord à 4-5 mois, donc j'ai été aiguillée par la sage-femme, Élodie, qui m'a conseillé d'intégrer les premières purées, produit par produit, un légume, un fruit, pour vraiment faire découvrir le produit. Donc on essaie forcément de prendre des produits locaux et de saison. On peut proposer un produit comme la patate douce qui est locale et qui est cultivée à Pointe-Dimier. On va la couper
en petits cubes pour une purée. Et on va tout simplement la mettre dans l'eau. Ce que j'ai commencé à faire pour Alba, c'est très jeune, à partir de 4-5 mois, je lui ai intégré des épices à l'intérieur. Comme ça lui permet aussi de découvrir et de s'élargir sur les épices, les goûts et le palais. Et là, on va venir ajouter dedans un peu de gingembre râpé. Puis après, on intègre la protéine vers les 6 mois, 8 mois. Pour la protéine, donc là, j'ai pris de la volaille, du poulet, de la chair blanche. On peut prendre de l'œuf, ça peut être très bien. C'est très bien, la texture est très bien pour les enfants. Et ensuite, on peut prendre du poisson. On essaye de bien le cuire. Et ensuite, on peut mettre des épices. Moi, je l'ai très bien vécu cette période parce que vraiment, c'est un plaisir pour moi, c'est une passion de cuisiner. Donc, j'avais hâte justement qu'elle découvre et qu'elle commence à manger des produits comme nous, hein, des fruits et des légumes, et qu'elle commence son alimentation de grand en quelque sorte. On a la purée avec le poulet. Donc, on peut le hacher un peu plus finement si notre enfant n'a pas du tout de dents. Et là, j'aurais pu rajouter aussi des féculents. Les féculents, les légumineuses, et après, on intègre vraiment les morceaux pour qu'elle puisse manger finalement comme nous, hein, comme à partir de 12 mois, quoi. Là, on va passer à l'étape à peu près des 12 mois. On va éplucher notre patate douce. On peut faire avec de la patate, avec de la courgette, avec plein d'autres aliments type un peu qui contiennent un peu d'amidon. Donc maintenant, on va les placer dans l'eau, comme tout à l'heure, pour la première purée. Donc, et là, on va repartir sur la cuisson. Du coup, on va rester pareil sur la même protéine. On va passer sur du poulet. On va juste un petit peu le paner avec un petit peu de chapelure et de coco. C'est un moment stressant parce qu'on a peur d'étouffement. Vraiment, l'étouffement, c'était une grande phobie pour moi. Bon, il n'y a papa toujours pour rassurer, donc ça c'est cool. Mais voilà, on a peur qu'il s'étrangle, que ça passe mal, donc il ne faut pas paniquer. Et aussi, il y a les allergies. Donc Alba a été allergique à un moment donné à l'aubergine. Elle a fait une grosse réaction cutanée. Et voilà, c'est des petites allergies de rien du tout qui passent, hein, mais voilà, où il faut faire attention et où en tant que maman, on a peur et en plus, notamment sur le premier bébé. Donc celle-ci, la purée de 4 à 6 mois, la purée simple de patates douces avec le gingembre. La deuxième étape de 6 à 9 mois avec la protéine, la volaille, où on peut rajouter aussi des pâtes à l'intérieur, des féculents. Et donc 6-9 mois, on a dit. Et celle-ci à partir de 12 mois, où on a vraiment des morceaux entiers. C'est un petit aperçu de ce qu'elle a mangé. Ouais. Elle a eu beaucoup de chance parce qu'elle a mangé beaucoup de choses, oui, pendant sa petite enfance-là. Donc, Élodie, une réaction par rapport à ce reportage. J'ai vu que tu acquiesçais. Oui, déjà, j'en pense que ça avait l'air très bon et que s'ils veulent nous inviter à manger, on ira toutes les deux. Non, c'est très bien parce qu'en fait, là, ce que nous montrent Ophélie et Léo, c'est que vous avez vu avec des choses locales, hein, donc de la patate douce, des carottes qu'on peut avoir dans son jardin, de la chouchoute, du poulet. On peut faire des recettes qui vont évoluer au fur et à mesure avec l'évolution. Oui, là, d'ailleurs, on le voit, hein, la recette évolue de la purée simple de patate douce accompagnée de poulet et ensuite... on évolue avec des pâtes, de la carotte en bâton. Voilà, on entend souvent pour les gens que c'est compliqué. Déjà, ils n'ont pas forcément d'idées. Donc maintenant, avec Internet, on trouve quand même beaucoup d'idées. Que ça coûte cher aussi d'acheter les petits pots tout faits. Donc les petits pots tout faits, c'est très bien. Hein, c'est équilibré, c'est très contrôlé. Il ne faut pas avoir peur des petits pots tout faits. Et bien sûr, ça peut être une solution et une alternative. Maintenant, on peut aussi faire des choses à la maison, surtout que, comme c'est vraiment, je le disais, de la découverte au départ, c'est des toutes petites quantités. Donc là, on n'en a pas parlé dans le reportage, mais on peut par exemple congeler dans des bacs à glaçons les petites purées et puis décongeler que 1 ou 2 glaçons et ça fait le repas du bébé. Donc on peut se lancer un dimanche matin en famille comme ils font et faire 2-3 plats et ça fait pour toute la semaine. On peut lui donner tous les jours le même légume ? Oui, alors sauf dans les familles où il y a beaucoup d'allergies, on va introduire pendant 2-3 jours de suite le même aliment pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction. On peut changer tous les jours ou alors il peut manger 2 ou 3 jours de suite comme nous en fait finalement le même aliment, c'est pas très grave. Mais le but c'est quand même d'introduire plusieurs aliments pour qu'il y ait vraiment de la découverte.
Alors Élodie, depuis les années 2000, une nouvelle mode est apparue, celle de la DME, la diversification menée par l'enfant. Cette méthode a débuté dans les pays anglo-saxons. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus sur cette DME? Alors la DME, on va la démarrer vers 6 mois, uniquement quand l'enfant tient correctement assis pour éviter justement les risques d'étouffement, comme Ophélie disait dans le reportage. Et là, on va couper, il n'y a pas les purées, il n'y a pas cet aspect mixé, et il n'y a pas le fait vraiment d'introduire un aliment après l'autre. Là, la DME, on va tout présenter à l'enfant, déjà des morceaux de la taille du poing de l'enfant, et c'est l'enfant qui va piocher et qui va suçoter les morceaux, croquer un petit peu comme il peut les morceaux. Est-ce que vous conseillez, vous, aux professionnels? Chaque parent va faire un petit peu comme il le souhaite. Par contre, ce qu'il faut, si on veut avoir recours à la DME, pourquoi pas, donc la diversification menée par l'enfant, mais à partir du moment où c'est l'enfant qui choisit ce qu'il mange, il va falloir quand même lui proposer tous les groupes d'aliments, parce que s'il choisit que les fruits et qu'on ne l'incite pas à manger un petit peu autre chose, peut-être qu'il va facilement aller que vers le sucré et du coup pas manger de protéines et de légumes. Et c'est vraiment important qu'il y ait tous les groupes d'aliments pour la bonne santé de l'enfant, qu'il n'y ait pas de carence en vitamines et limiter les risques de surpoids et d'obésité. Et c'est, tu l'as dit, important que l'enfant soit assis seul. Qui tienne assis seul et qui soit déjà capable de tenir un quignon de pain dans sa main et de le croquer un petit peu, de le mâchouiller. Ensuite, il y a un fort réflexe vomitif en fait, chez les enfants. On a peur du risque d'étouffement, mais souvent, c'est les parents qui paniquent. Et en fait, d'eux-mêmes, les enfants, ils vont recracher ce qui gêne. Il faut aussi qu'ils aient accès à de l'eau. À partir du moment où ils vont manger, il faut que les enfants puissent s'hydrater et boire. Alors justement, on l'entend, la maman de Alba le dit, la période n'a pas été sans inquiétude entre les risques d'étouffement et les allergies. Donc, est-ce qu'il y a des choses à ne pas faire, à éviter, des erreurs à ne pas commettre quand on est dans cette période de diversification alimentaire? Alors déjà, comme je disais, l'alimentation, ça reste du plaisir. Ça va être la découverte des goûts, mais de tous les sens sont en éveil en fait. Le toucher, parce que les enfants mangent avec leurs mains, la texture, les odeurs, le chaud, le froid. Donc toute cette découverte, elle est importante. Il faut que ce soit du plaisir et pas de la contrainte. Donc il faut laisser quand même l'enfant manger et découvrir, mais on va limiter tout ce qui est sucré, pas céder facilement au sucre et passer directement au dessert. J'entends souvent les mamans qui disent « Ah ben oui, mais moi mon enfant il n'aime pas les légumes ». En fait, elles ont proposé une fois de l'aubergine, il n'a pas aimé et elles ont décrété qu'il n'aimait pas l'aubergine. On dit qu'il faut représenter au moins 8 fois un aliment avant vraiment de dire que l'enfant ne l'aime pas. Et puis on peut faire autrement. Un jour, on le mixe, sous différentes formes, différentes cuissons. Ça peut être en frites, des frites de carottes par exemple, et puis une autre fois des carottes râpées et une autre fois de la purée de carottes. D'ailleurs, pour l'huile, dans le reportage, on le voit, enfin, on l'entend peut-être pas suffisamment, mais ils utilisent de l'huile de coco bio. Oui. Donc ça peut être une alternative. Une alternative, et surtout ce qui est important quand on fait ces petits pots maison, donc pas de sel, pas de sucre ajouté, mais de la matière grasse. Et on change de matière grasse. Un coup du beurre, un coup une huile, n'importe laquelle, on va changer d'huile. Un coup de la crème fraîche, donc ça c'est important. Ensuite, pas forcer l'enfant à finir son assiette. On sait que ça crée des troubles de l'alimentation. On disait beaucoup ça à l'époque. Et puis on sait aussi après les guerres, etc., les gens ils ont manqué dans l'assiette, donc il fallait que les enfants mangent tout ce qu'ils avaient dans l'assiette pour pouvoir sortir de table, ou sinon ils étaient privés de dessert. Bon, ça, c'est plus vraiment recommandé. Après, c'est aussi des questions d'éducation. Et comment on sait que l'enfant a mangé à sa faim? Eh ben, en fait, l'enfant lui-même, il le sait parce que les enfants, ça ne se laisse pas mourir de faim. Donc, un enfant, quand il a plus faim, il repousse son assiette, il n'en veut plus. Après, il y a aussi beaucoup de familles où on aime bien que l'enfant, il mange à table et qu'il reste à table. Et un enfant, on le sait, c'est la découverte. Il a besoin de bouger là, quand il commence à marcher ou courir à 4 pattes. Et donc, parfois, il va piocher dans son assiette, il va partir découvrir 2-3 trucs, il va revenir, il va manger. Ça fait aussi et quand il a 4 découverte. mois, par exemple, quand on commence la diversification, on est à la première purée, les premiers mois, comment... Là, c'est vraiment quelques cuillères. Puis souvent, l'enfant, d'ailleurs, il n'ouvre plus la bouche quand il en veut plus, c'est qu'il a fini. Donc, c'est quelques cuillères. Pareil, on n'est pas obligé de finir le petit pot. Donc, voilà, les choses à éviter, c'est ça. Trop de sucre, tout ce qui est boisson gazeuse et tout ça, ça, pas du tout avant 3 ans. Les sirops, tout ce qui est sucré. Pas de chocolat avant 1 an et avec parcimonie le reste du temps. Et pas forcer l'enfant à finir son assiette. Alors, durant cette période, les parents se posent beaucoup de questions. Je vous propose de passer à notre rubrique, la boîte à questions, et de répondre à 1 ou 2 questions de patients du cabinet de Élodie, des questions qu'elle a pu recevoir à son cabinet. Tout de suite, la boîte à questions.
Alors, Élodie, la première question, c'est « Mon enfant n'aime pas les légumes et n'a pas d'appétit, que faire ?» Alors, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Déjà, avant de l'étiqueter qui n'aime pas les légumes, puis les légumes, c'est varié. Il y a plein de sortes de légumes. Donc, on change de légumes, on les présente sous d'autres formes. On essaye de les associer à autre chose ou on peut ajouter des épices. Par exemple, la carotte, ça se marie très bien avec le cumin. Donc, on peut ajouter un peu de cumin. Un tout petit peu. Un tout petit peu, voilà, pour donner du goût et faire découvrir autre chose. Ensuite, dès que les enfants sont plus grands, même à l'âge d'Alba, on le voyait dans le reportage, elle est présente. Et Ophélie, elle le dit, j'aime cuisiner, c'est un plaisir. Donc, quand il y a une bonne ambiance déjà autour des repas, généralement, ça se passe mieux. Et puis, l'enfant qui l'accompagne, dès qu'il va savoir tenir un couteau, mais tout petit déjà, 2 ans et demi, 3 ans, un petit couteau à bourron, il peut découper les bananes pour la salade de fruits, voilà, faire participer l'enfant. Faire des assiettes colorées et ludiques, on fait un petit bonhomme dans la purée. Mais là, on imagine que les enfants entre 4 à 6 mois, ils n'aiment pas la carotte, le haricot vert. Oui, Comment on passe à autre chose. En fait, souvent, c'est pas à cet âge-là qu'ils refusent les pots et qu'ils n'aiment pas. Ça arrive plus tard, là, cette aversion pour les légumes. Souvent, c'est chez les enfants plus tard, à partir de 18 mois, 2 ans. Avant ça, ils sont assez bon public et généralement, ils mangent bien tout ce qu'on leur propose. Donc, diversifier les légumes et la proposition dans l'assiette sous différentes Voilà. formes. Après, il y avait n'a pas d'appétit, ça dépend. Ça peut être passager parce qu'on est un peu malade, comme nous, quand on est malade, qu'on est barbouillé, qu'on a un rhume, on mange moins. En plus, quand on est enrhumé, on a moins le goût. Donc, on sent moins ce qu'on mange, c'est moins agréable. Après, si l'enfant ne mange pas du tout, qui ne prend pas de poids, là, il y a des raisons médicales. Donc, il va falloir éliminer les raisons médicales. Et parfois, on fait même une prise de sang pour voir s'il n'y a pas des carences ou des soucis de santé. Deuxième question, il y a beaucoup d'allergies familiales, puis-je tout introduire ? Alors, s'il y a vraiment beaucoup d'allergies chez les parents au premier degré, en fait, les parents ou les aînés de la fratrie, là, on va faire attention, on va être un petit peu plus vigilant, on va éviter les aliments très allergisants, donc par exemple le kiwi, la mangue, la fraise, on va les introduire un petit peu plus tard. Et voilà, et on va répéter plusieurs jours pour être sûr qu'il n'y a pas d'allergie, voire consulter un allergologue. Alors, dernière question, une question très intéressante. À partir de quel mois je peux donner du taro à mon bébé ? On sait qu'ici, on consomme beaucoup de tubercules. Oui, alors les tubercules, ce sont des féculents, ce ne sont pas des légumes. Donc, c'est à partir de 8 mois, l'introduction des féculents. Maintenant, on sait, par exemple, qu'à Point-d'Imier, dans la vallée d'Amoa, les jeunes bébés tout petits, dès la sortie de maternité, ils reçoivent du jus, du bulbe du taro. Ouais, mes enfants ont mangé et ont bu du taro, effectivement. Voilà, on ne donne pas le taro, c'est pas vraiment le la féculent. partie en haut. Voilà, alors ça, après, c'est culturel, c'est traditionnel. traditionnel. Et c'est pas interdit non plus d'avoir ses traditions et sa culture. Au contraire, c'est très bien et pourquoi pas. Mais à partir de 8 mois, c'est ça ? À partir de 8 mois, vraiment le féculent en purée, en chips, ou bouilli, cuit à l'eau. Voilà. Ok. Voici qui referme cette rubrique, la boîte à questions. Alors après les légumes et les féculents, les fruits peuvent eux aussi être introduits dès le 4e mois, révolu de l'enfant, traditionnellement, comme tu le disais, Élodie, après les légumes. C'est ça. Les fruits, on va pouvoir les donner soit bien mûrs, écrasés, soit cuits et mixés, donc en compote. Et pareil, quand il n'y a pas d'allergie, on va pouvoir introduire tous les fruits dès 4 mois. Et pour vous donner des idées de desserts possibles dès 4 mois, Ophélie nous montre sa recette de la panna cotta de mangue tout de suite dans la rubrique « On vous montre ». Donc là, tout simplement, on va faire une panna cotta, donc de lait de coco qu'on peut presser nous-mêmes. Du lait ou infantile, on a dit maternel de la maman si elle en a beaucoup, ou du lait entier du magasin. Une feuille de gélatine et une mangue fraîche. Voilà, donc on va juste assembler les 2 laits. La gélatine, je la laisse tremper pour qu'elle ramollisse. Et ensuite, après, je mets mon lait de coco et mon lait infantile maternel de la même quantité ou mon lait acheté au magasin, lait entier. Et je vais mettre à bouillir. Le mieux, c'est de mettre une gousse de vanille aussi. Dès que c'est à ébullition, on va presser notre gélatine, on va la mettre à l'intérieur et on va tout simplement couler dans notre nos petits pots de bébé qu'on a gardés ou des petites verrines, enfin ce qu'on a qui est adapté à bébé. Ça, c'est le résultat. Donc, une fois que 2-3 heures au réfrigérateur, que ça a bien reposé, que ça a bien figé grâce à la gélatine.
Et après, on peut mettre un coulis de la saison de notre choix. Donc là, on a de la mangue fraîche en ce moment, de l'ananas, de la pomme liane. On aurait pu mettre des fraises aussi mixées. Tout simplement le fruit brut mixé qu'on met dans une pipette ou avec une cuillère, peu importe. Et là, je vais juste mettre par-dessus. Par-dessus, voilà, tout simplement. Encore ? Alors, quand on parle d'alimentation, bien évidemment, nous pensons à un autre sujet, celui de l'hygiène bucco-dentaire. Et pour en parler, nous recevons Hélène Pichot, dentiste de formation. Madame Pichot, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Alors, justement, on parle d'hygiène bucco-dentaire. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner quand on a un bébé qui vient de commencer sa diversification alimentaire en termes d'hygiène bucco-dentaire? Alors, dès qu'une alimentation un petit peu plus solide est proposée à l'enfant, en dehors du biberon, on va faire attention à ce que ses dents restent propres, et notamment pendant les périodes où il va dormir et rester la bouche fermée. Parce que sinon, les aliments peuvent stagner dans la bouche avec la salive et puis le pH, ça va avoir un impact sur les dents. Donc après, on va aller jusqu'à la carie, parce qu'il y a des bactéries qui vont rentrer en jeu. Et puis, de toute façon, c'est une éducation de brosser les dents de l'enfant. On l'habitue, dès qu'il a des petites dents, qui mangent ou qui ne mangent pas d'ailleurs, des aliments solides. Alors, il y a des toutes petites brosses à dents qui existent maintenant en supermarché, sinon en pharmacie. Vraiment, la tête de la brosse à dents, elle doit faire à peine plus qu'un petit pois, quoi. Et on lui apprend à passer dans la bouche, sur les dents. Petit à petit, on le laisse tenir un petit peu le manche, mais jusqu'à 6 ans, l'enfant n'est pas complètement autonome pour brosser ses dents. Il faut toujours qu'il y ait un adulte qui soit avec lui. Et puis, on met un petit peu de dentifrice sur cette brosse à dents. Donc au début, c'est sans fluor jusqu'à 3 ans, et à partir de 3 ans, on peut prendre un dentifrice avec du fluor. Alors, est-ce que vous avez des conseils pour choisir justement sa brosse à dents et le Colgate? Je sais que la maman de Alba, Ophélie, que nous avons pu voir dans le reportage, nous parlait d'un doigt en silicone qui pouvait frotter, qui peut frotter sur les gencives et les dents. Donc, je ne sais pas, est-ce qu'on a des petits conseils comme ça qu'on peut donner aux parents qui nous regardent ce soir? Alors déjà, le premier conseil, c'est de jamais choisir quelque chose de trop gros par rapport à la taille de la bouche de l'enfant. Parce que là, Élodie parlait dans l'émission du réflexe nauséeux chez les enfants, c'est important. Il ne faut pas qu'on réveille ce réflexe, qu'on lui donne envie de vomir, parce que sinon l'enfant, après, il va être en rejet. Donc, on ne va pas aller trop loin, on ne va pas mettre quelque chose de trop gros dans sa bouche. Et donc, le doigt avec le petit gant dessus de doigt, avec les petits picots pour sensibiliser les gencives ou nettoyer, parfois ça peut être un peu gros, surtout avec des doigts de papa. Mais donc, on va choisir des brosses à dents spécialisées pour les enfants. Et il y a des petits kits qui existent. Au début, c'est une brosse à dents toute en silicone. Les poils, ils sont un petit peu durs. Ça gratte les gencives, ça fait du bien à l'enfant. Et puis après, plus ça va, plus on va vers des poils souples. Surtout, vous me parliez aussi du choix du dentifrice. Dentifrice pour enfants, qui pique pas. Pareil, les enfants, c'est quand même assez rare qu'ils aiment les saveurs piquantes au début. Et puis, après, n'importe quel type de goût. Le principe, c'est que assez rapidement, dès que l'enfant a vraiment des dents en bouche, on va prendre un dentifrice avec un taux de fluor qui est adapté à l'âge de l'enfant. C'est marqué sur le paquet, donc il ne faut juste pas se poser de questions et choisir un dentifrice qui est adapté à l'âge de l'enfant. On peut aussi rappeler que les caries, quand ce n'est pas soigné, c'est à l'origine de d'autres pathologies, les pathologies cardiovasculaires par exemple. Donc c'est important d'emmener son enfant chez le dentiste. À partir de quel âge vous conseillez d'aller voir le dentiste pour la première fois? Alors dès que l'enfant a des dents, pour montrer ses jolies dents, mais bon, pas forcément bébé parce qu'il ne va pas bien comprendre, donc vers 2 ans et demi, 3 ans. Ce qui est très important, c'est d'emmener l'enfant avec soi chez le dentiste. Si on a un petit soin à faire, que ça ne va pas durer longtemps et que ça ne va pas lui faire peur. Parce que si on va chez le dentiste avec son enfant pour faire un détartrage, ça fait un peu de bruit, l'enfant il va avoir peur, ils vont se dire « Ouh là là, qu'est-ce qu'on fait à ma maman, à mon papa ?» Donc c'est soit plutôt un rendez-vous que pour lui, ou si on l'emmène avec nous, c'est pour un petit soin de routine, comme ça il voit que maman ou papa le fait, lui il monte sur le fauteuil, il fait pareil.
La première fois, le dentiste ne va rien faire. Il va mettre le miroir, il va montrer à l'enfant ce qu'il fait dans sa bouche, mais c'est très très rare qu'on fasse un soin en première séance sur un enfant. Et effectivement, Elodie le rappelait, c'est lié à d'autres maladies, hein, les caries dentaires, et aussi à l'obésité, parce qu'il y a des facteurs de risque qui créent la même maladie. Il y a aussi, peut-être qu'on peut en parler maintenant, les petites erreurs avec la tétine qui tombent, qu'on va mettre dans la bouche de l'adulte et ensuite dans la bouche de l'enfant, ou les baisers sur la bouche qui en fait peuvent être pourvoyeurs de caries. Oui, parce que les bactéries, en fait, quand elles sont dans la bouche, quand elles sont dans un creux d'une dent, elles peuvent aussi aller dans la salive et circuler dans toute la bouche. Donc, quand un adulte a des bactéries dans sa bouche, que ce soit des bactéries de la carie ou des bactéries des maladies des gencives qui font saigner les gencives et sentir mauvais dans la bouche, elles vont dans la salive, ces bactéries. Si on lèche la cuillère de l'enfant, la tétine, le biberon ou qu'on fait des bisous sur la bouche, potentiellement, on va les transmettre au bébé. Et donc, il y a des études qui ont montré que chez les parents qui ont des caries, qui ont tendance à transmettre leur salive en prémâchant ou en léchant la cuillère, on a des enfants qui ont des caries beaucoup plus tôt. Et après, on appelle ça la polycarie, c'est-à-dire que toutes les dents de l'enfant sont touchées. Madame Pichot, merci. Le temps, malheureusement, nous file entre les doigts, mais on a pourtant beaucoup de choses encore à dire sur le sujet. En tous les cas, merci pour vos conseils, en espérant que nous avons pu répondre à quelques questions de parents qui nous regardent ce soir. Et c'est comme ça que nous refermons cette émission. Élodie, merci pour tes explications. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain pour une dernière émission. Belle soirée sur Calédonia.